nous allons passer à la suite. Une organisation commerciale pensée pour la prospection. Alors pourquoi on a choisi, cette thématique, pour cet atelier? Bonjour Jean-Sébastien, ravi de te retrouver aussi. On a choisi cette thématique parce qu'en fait le sujet de la prospection, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les conversations qu'on a avec les dirigeants qu'on accompagne. Dans les rendez-vous qu'on effectue, régulièrement. Donc, on s'est dit qu'on pourrait tout simplement, aider d'autres directions, direction générale, direction commerciale, à prendre un peu de hauteur et peut-être à y voir un petit peu plus clair sur l'organisation, que vous mettez en place aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner quelques pistes, à adapter évidemment en fonction de la culture de votre entreprise, de votre organisation, des moyens aussi, des ressources dont vous disposez. Donc pour commencer, je suis Alexandra Briand pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la fondatrice d'Agence Nova, agence que j'ai créée il y a 9 ans. J'ai un parcours assez classique, hein, école de commerce et puis j'ai ensuite passé 6 ans, chez Xerox, donc une entreprise, où le développement commercial et l'organisation, qui va avec, sont particulièrement affûtés. Ensuite, j'ai créé la filiale d'un groupe audiovisuel dont j'étais directrice du développement. Donc en somme, hein, mon rôle, c'était de faire rentrer du chiffre, tout simplement. Donc on va dire que le chiffre, c'est effectivement le nerf, de la guerre. Donc ça peut être soit la marge, soit le chiffre d'affaires, hein, tout dépend de la manière dont vous pilotez, votre activité. Mais tout ça en B2B, puisque le sujet qui nous intéresse évidemment est exclusivement en B2B. C'est très, très lié au rendez-vous que vous allez avoir avec de nouveaux contacts. Ensuite aux propositions que vous allez leur remettre et puis aux signatures en fait, que vous allez, effectuer. En B2B, le déclencheur, c'est très clairement un rendez-vous. Donc un rendez-vous qui peut avoir lieu, en physique, un rendez-vous qui peut aussi avoir lieu en visio, puisqu'aujourd'hui, hein, depuis la Covid, les rendez-vous en visio se sont quand même, largement démocratisés. Je lisais une étude il y a encore pas longtemps qui expliquait que même pour des contrats, à 6 chiffres, les rendez-vous, en physique, n'étaient plus, je dirais indispensables aujourd'hui. Donc on voit que les us et coutumes ont largement, évolué. Donc au démarrage, quand on crée une entreprise ou, quand on prend un poste, hein, de commercial ou de direction commerciale et que le portefeuille de clients n'est pas encore installé, on va passer beaucoup de temps, sur, la prospection et puis en fait, c'est humain, avec le temps qui passe, on va y consacrer de moins en moins d'énergie, de moins en moins de temps aussi, et puis, au final, on va finir par se concentrer sur les clients et c'est là évidemment où le problème va commencer à se poser. Au démarrage, en termes de méthode de prospection, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser le bouche à oreille, on va utiliser les recommandations, on va aussi utiliser son réseau, hein, évidemment. Je dirais que c'est entre guillemets, les leviers qui sont les plus simples. C'est aussi des leviers qui sont extrêmement efficaces. Donc évidemment, levier indispensable. Sauf que, parfois, ils ne sont pas toujours suffisants ou bien parfois aussi avec le temps, le bouche à oreille, les recos, et le réseau, commencent à s'étioler un peu. Donc la problématique finalement, elle vient pas tout de suite, elle s'installe un peu dans le temps. L'idée, c'est de se dire: «Comment je peux lisser la signature de nouveaux clients?» Comment je peux mettre en place une routine de prospection pour éviter finalement le creux de la vague? Parce que, quand j'ai du bouche à oreille, des recos, du réseau, tout se passe bien, mais à un certain moment, bah, ça va pas bien. Ça crée, des tensions, ça crée, voilà, le syndrome du, «je n'arrive pas à dormir la nuit», chez le dirigeant, que ce soit le dirigeant, de l'entreprise ou le dirigeant, commercial. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour maîtriser davantage son développement et le rendre un peu plus prévisible? Alors nos clients, ils se retrouvent aujourd'hui dans des cas de figure différents. Je vais prendre 2 exemples qui correspondent finalement à 2 typologies d'entreprises très différentes. La première, on va dire qu'on a une PME, d'une trentaine ou d'une cinquantaine, de collaborateurs avec une équipe commerciale, voire même plusieurs équipes commerciales. Et puis finalement, l'entreprise, elle vit sur son portefeuille de clients établis. Les commerciaux, ils font beaucoup de choses au quotidien. Finalement, bah, ce quotidien, il est plus tourné vers de l'administratif, hein, que vers du business, pur. Les dirigeants, eux, aimeraient bien, que les commerciaux recherchent du sang neuf, qu'ils passent, davantage de temps, à être en contact, avec des prospects. Mais, les commerciaux, eux, disent, bah, qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, tout simplement. Donc les dirigeants, que font-ils? Bah, ils aimeraient recruter d'autres commerciaux.
Mais ils ont du mal. On sait aujourd'hui, que le recrutement de la population commerciale est extrêmement tendu. Pas facile, de les attirer, pas facile non plus de les fidéliser. Donc les anciens commerciaux qu'ils ont déjà depuis des années sont bien installés, hein, ils maîtrisent leur portefeuille, mais c'est très, très difficile de les faire passer sur de la prospection. Et puis les commerciaux qui sont un peu plus jeunes, bah, ils quittent le navire, tous les 2 ans, tous les 3 ans au maximum. Donc c'est très, très difficile pour les dirigeants de naviguer à vue. Donc ça, c'est un cas de figure qu'on rencontre extrêmement fréquemment. Le deuxième cas de figure, est similaire, hein. Par contre, l'entreprise va être, organisée de manière un peu différente. On va être sur une taille de structure, beaucoup plus petite finalement, parce qu'on va être là sur des entreprises de, 5 à 20 salariés. Hem, Souvent, c'est les dirigeants eux-mêmes qui vont faire ce travail, de recherche de nouveaux clients. Ils ont, peut-être un commercial ou 2, voire, pas, hein. Parfois, il y en a même, pas du tout. Hem Et là, le problème que le dirigeant va rencontrer, c'est qu'il maîtrise extrêmement bien son je dirais son domaine de prédilection. Donc ça peut être un domaine technique, ou autre, donc il maîtrise extrêmement bien son métier. Par contre, la prospection, c'est pas trop son truc, donc il va essayer des petites choses par-ci par-là. Il va essayer LinkedIn, voilà, il va essayer d'envoyer des emails, il va essayer de faire un peu de prospection, de salon, mais finalement avec la Covid, bah, il se rend compte, que ces solutions ne sont pas pérennes et il va chercher des pistes pour amener davantage de régularité. Donc vous voyez que le point commun finalement, que ce soit de ces PME ou que ce soit de ces TPE, bah, c'est le même. C'est qu'on a un quotidien qui est finalement rythmé par énormément de missions et on a du mal à s'en sortir. La priorité est toujours donnée aux clients, ce qui fait que finalement la prospection passe, très clairement en arrière-plan et c'est ça en fait qui vient, créer le creux de la vague et c'est ça qui vient créer le danger à terme pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va essayer, de vous amener en fait quelques pistes de réflexion. L'idée, c'est de se dire: dans d'autres entreprises, heu, quel modèle finalement est installé? Quel modèle est mis en place? Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma propre entreprise? Je veux me benchmarker un petit peu, je vais essayer de trouver des pistes, pour voir, heu, des alternatives et m'intéresser un petit peu à d'autres modes d'organisation. Donc le type d'organisation dont on va parler aujourd'hui, ce sont les organisations d'entreprises américaines et anglo-saxonnes, que je connais bien pour avoir travaillé pour le coup, chez American Express, et chez Xerox. L'organisation qui est mise en place dans ces entreprises est très clairement différente. Elle a été, en fait, inventée par Salesforce, entreprise que vous connaissez probablement très bien, avec une image, plus ou moins différente de la solution en tant que telle, mais en tout cas en termes de modèle organisationnel, c'est un modèle, très précis qui leur a permis d'atteindre les résultats, qu'ils ont aujourd'hui. Donc là encore, hein, comme je le disais en introduction, il n'y a pas de modèle unique à suivre. L'idée, c'est juste, de voir ce qui est utilisé ailleurs, de prendre le meilleur, de prendre ce qui peut aujourd'hui coller à votre organisation. Donc déjà, je dirais que le 1er point, c'est de faire la part des choses. Comment est organisée aujourd'hui votre démarche commerciale? Qu'est-ce qui se passe avant la vente? Qu'est-ce qui se passe pendant la vente? Et qu'est-ce qui se passe après? Donc on va démarrer par l'étape numéro 1. Encore une fois, je prends un scénario qui n'est pas forcément le vôtre, mais l'idée c'est que vous puissiez prendre un peu de hauteur et réfléchir et voir dans quelle mesure celui-ci pourrait s'adapter à votre organisation, à vous. Première étape avant la vente, on a un travail, de stratégie à faire, de ciblage. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez vendre? À qui vous voulez le vendre? Combien vous voulez le vendre? C'est déterminant parce qu'aujourd'hui, si vous allez approcher tout le monde, vous finirez par vendre pas grand-chose. Donc plus vous allez spécifier vos cibles, plus vous allez faire ce travail finalement, introspectif, hein, de choix, heu, qu'est-ce que je veux faire? Vos actions n'en seront, je dirais, que plus efficaces. Donc 1er point, un gros travail à faire sur le ciblage. Deuxième point, un travail à faire sur la qualification de ces cibles. Vous souhaitez, les approcher, il va falloir les qualifier au préalable. Donc là, ce travail de qualification peut être un travail qui demande énormément d'efforts. Vous pouvez faire, un travail de qualification, qui peut être fait, «à la main» entre guillemets, avec des recherches, qui vont être faites par vos équipes. Vous pouvez aussi vous appuyer par des entreprises dont c'est le métier. Je pense notamment à la société Nomination, qui fait un travail formidable et dont les équipes, font un boulot, heu,
phénoménal, de qualification pour fournir des données de très, très bonne qualité. Nous, on travaille beaucoup avec Nomination, donc je peux me porter garante, pour la qualité, du travail qu'ils fournissent. Et puis enfin, il y a la prise de rendez-vous en tant que telle, c'est-à-dire en termes de prospection pure, comment vous allez ensuite prendre rendez-vous auprès de ces cibles. Donc différentes, manières, de procéder sont possibles. Entre guillemets «à l'ancienne», on a le phoning, l'appel téléphonique. Alors l'appel, à froid, je vous le recommanderais pas, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel, on se casse, beaucoup les dents. Alors parfois on fait appel à des alternants et puis on se dit: «Ah bah tiens, voilà, c'est un travail, qu'eux vont faire, et puis on va les piloter en parallèle. Nous, ce qu'on va recommander davantage, c'est alors c'est très bien, il faut prendre des alternants, il faut les faire travailler, il faut les former, il faut les monter en compétences, mais il faut les aider aussi un peu. Ce qui peut les aider, c'est de leur donner un «prétexte» entre guillemets, d'appel, de leur donner un petit peu de matière. Donc l'appel à froid va pas forcément être, en ce qui nous concerne, une bonne solution, c'est pas forcément ce qu'on va recommander. Mais par contre, vous pouvez peut-être travailler sur des signaux d'affaires et en fonction de certains signaux d'affaires, là, effectivement, monter un scénario et faire appeler certaines personnes chez vous. Et là, il y a, je dirais, on donne du sens, en fait, à l'action, puisque il y a vraiment une raison pour laquelle on va passer un appel et on va pas juste appeler pour dire: «Bah, bonjour, est-ce que vous auriez besoin de ça?» Vous pouvez également, faire de la prospection sur des salons. Alors ça a un coût, hein, évidemment qui n'est pas, négligeable, mais la prospection sur les salons marche, aussi, très bien, parce que là, il y a une action qui est faite, en face à face. Donc on peut se jauger et voir, si on a confiance, et prendre rendez-vous, ou pas, quand on est l'interlocuteur cible. Il y a LinkedIn, depuis la Covid, hein, c'est, effectivement un peu la foire d'empoigne, hein. Tout le monde, a reporté ses actions, sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, il y a l'art et la manière d'utiliser cette plateforme, hein, si vous voulez sortir un petit peu du lot, parce que sinon évidemment vos actions vont être noyées, parmi, celles de vos confrères. Il y a également l'email. L'email, qui a énormément évolué en termes de pratique ces dernières années. On avait tendance à dire: «Oh l'email est mort, l'email fonctionne pas du tout». Bah, au contraire, nous on est là pour le dire et c'est, un levier qu'on met énormément en place, avec, nos clients dans le cadre d'actions multicanales d'ailleurs. Généralement, on vient coupler LinkedIn, l'email et parfois le téléphone. L'idée est vraiment de se dire qu'on va, finalement avoir des actions commerciales qui vont être plus pull que push. On va venir nourrir le prospect dans le temps, on va créer de la confiance, on va amener des messages, à valeur ajoutée, des messages plutôt haut de gamme et c'est comme ça qu'on arrive à tirer son épingle du jeu. Donc ça nécessite évidemment une certaine psychologie, c'est un métier, hein, le copywriting, si on veut effectivement, obtenir des réponses et obtenir des rendez-vous en utilisant ce levier. Voilà la phase avant-vente. Ensuite, on a la phase de la vente à proprement parler. Donc ici, il y a plusieurs écoles. Parfois, le rendez-vous de découverte est finalement considéré comme faisant partie de la phase avant-vente. Donc ça, encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre organisation et de ce que vous voulez faire. Il y a parfois des équipes qui sont en fait, spécialisées sur, la détection et la qualification de projets avant qu'un commercial, qui lui va souvent avoir un côté un peu plus technique, va pouvoir prendre la main. Alors je vous parle de ça parce que l'essentiel de nos clients sont dans des secteurs très techniques, dans le secteur de la tech, ou dans des secteurs, on va dire, qui nécessitent, un petit effort intellectuel pour être compris. Donc ce sont souvent finalement des personnes, très techniques qui vont derrière effectuer, la phase, de commercialisation, la phase de vente. Donc cette phase, ici on va parler en tout cas de ce cas de figure classique. Heu, Cette phase va démarrer par un rendez-vous de découverte, va se poursuivre, hein, évidemment avec un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, voilà, ça va vraiment dépendre, de votre cycle de vente. Est-ce qu'on est sur une vente complexe? Est-ce qu'on va avoir, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous ou plus? Est-ce qu'on va avoir, plusieurs interlocuteurs? Est-ce qu'il faut passer par les achats, passer par la DSI, passer par le juridique? Voilà, tout ça va être variable. Vous allez remettre, ensuite une proposition commerciale et puis derrière évidemment le jeu c'est, la négociation éventuelle et la phase de signature. Et puis, une fois que cette phase est passée, on va passer donc à la mise en place de la prestation ou la vente du produit, du service, avec évidemment la gestion administrative du contrat, un travail de fidélisation tout au long de la prestation et à la fin de cette prestation, le challenge, c'est évidemment le renouvellement dans le cas où vous êtes, sur un business model, qui favorise, ce type de mise en place. Hem
En termes de donc je parlais de Salesforce, hein, donc en termes d'organisation, comment Salesforce a fait pour, prendre en compte ce travail, hein, de démarche commerciale? Comment ils l'ont calqué à leur organisation? Comment finalement ils l'ont exploité? En fait, c'est assez simple, ils se sont tout simplement dit que pour être performant, il fallait réduire le nombre de missions qu'on allait donner à chacun. Pourquoi réduire ces missions? Tout simplement, parce que quand on est, focalisé sur peu de missions, on les assure mieux et on obtient une meilleure performance. Donc ça, c'est des tests, hein, tout simplement, qu'ils ont effectués en interne. Ils se sont aperçus que quand un commercial réalise l'intégralité des missions que je vous montre sur cette slide, hein, donc du ciblage jusqu'au renouvellement des contrats, finalement, il est beaucoup moins performant, il a beaucoup moins de résultats en termes de chiffre d'affaires ou de marge que si on le spécialise sur certaines missions. Donc ça, c'est le 1er point de départ. Le deuxième point, c'est qu'ils se sont également aperçus qu'en termes de recrutement et en termes de fidélisation des équipes, bah, finalement, c'était pas du tout la même chose. Quand on cherche à recruter un commercial et qu'on lui dit: «Bah, écoutez, chez nous, en termes de mission, au quotidien, vous assurerez les rendez-vous de découverte, vous serez ensuite en charge d'établir des propositions commerciales, de les négocier, de les signer et vous serez aidé dans tout ce processus en amont et en aval. Vous serez aidé en amont, par exemple, par un business developer qui sera lui chargé de vous aider sur toute la partie ciblage, qualification et prise de rendez-vous. Et ensuite, vous serez aussi aiguillé et accompagné en aval par un chargé de compte qui, lui, va gérer tout l'aspect administratif du dossier, sera en charge de fidéliser les clients et de renouveler les contrats. Forcément, le quotidien n'est pas du tout le même. Donc aujourd'hui, le premier écueil qu'on rencontre, hein, quand on veut se développer et qu'on veut recruter des commerciaux, bah, c'est finalement qu'on cherche le mouton à 5 pattes, hein. Je dirais même qu'on cherche le mouton à 9 pattes, là pour le coup. C'est très compliqué. Le marché est extrêmement concurrentiel, les commerciaux sont sollicités de toutes parts. Si vous ne donnez pas une feuille de mission, claire et si vous n'apportez pas finalement une vision dans un quotidien dans lequel le commercial va se projeter, le commercial il est comme vous, hein, il recherche la facilité donc il a envie d'en faire le moins possible et pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il est, focalisé sur peu de missions, c'est là où il sera bon, c'est là où il sera performant et il a raison. Donc réfléchissez en termes d'organisation à la manière dont vous pourrez, siloter un peu les choses. Donc ces entreprises américaines et anglo-saxonnes, voilà comment elles s'organisent. Donc en amont de la vente, on a un business developer. Alors je suis désolée, hein, j'ai toujours pas le terme français, puisque malheureusement aujourd'hui dans les entreprises françaises et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le business developer, bah, existe peu. C'est une mission aujourd'hui qui est vraiment diluée. Voire pour le coup qui n'est pas assuré, parce que dans le cas où le commercial est focalisé sur le client, son portefeuille de clients, bah, finalement la prospection il en fait pas. Donc ça, c'est un premier point et c'est un levier qu'on vient exploiter auprès des clients, qu'on accompagne. C'est-à-dire que cette phase finalement amont, nous on vient l'assurer. Donc réfléchissez aussi en termes d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez externaliser peut-être une partie de ces missions? Si vous n'avez pas les ressources en interne, si vous n'avez pas les compétences en interne, il y a peut-être certaines missions que vous pouvez externaliser. Typiquement, nous, pour nos clients, on vient réaliser ce travail de business developer. On vient travailler avec eux la stratégie, le ciblage, qui vous voulez approcher, qu'est-ce que vous voulez leur vendre, quelles sont leurs problématiques, quel est le panier moyen que vous voulez signer auprès de ces cibles. On vient ensuite faire un travail de qualification, derrière un travail d'approche, dans le but de prendre des rendez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce travail d'approche, pour nous en tout cas, va passer par LinkedIn et va passer, par, de l'approche par mail. Il y a d'autres moyens qui sont évidemment à mettre en place, hein. Je ne dis pas que le phoning est mort, loin de là. Le phoning, est une technique qui peut très, très bien fonctionner en fonction des populations que vous allez adresser. Sur certaines autres populations, il y a des techniques un peu différentes à mettre en place, hein. Si vous voulez toucher un directeur général, essayez plutôt de l'appeler très tôt le matin, entre midi et 2 ou très tard le soir. Dans le courant de la journée, il enchaîne des réunions, vous allez avoir beaucoup de difficultés à le joindre et quand bien même vous réussiriez à l'avoir au téléphone, sa disponibilité mentale va être très faible parce qu'il est probablement déjà en train de travailler sur quelque chose. Donc l'idée effectivement, c'est de bien réfléchir à cette mission et effectivement Patrick, c'est très, très justement dit. Le travail de prospection téléphonique, c'est un travail qui est considéré comme ingrat.
C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, dans beaucoup de structures, on va se dire: «Ah bah tiens, finalement cette mission, on va la confier à des alternants, hein», parce que bon, à mon sens, faites attention. Oui, vous pouvez tout à fait confier cette mission à des alternants, mais réfléchissez bien à, la manière dont vous allez les former, réfléchissez bien à la manière dont vous allez pouvoir animer aussi ce travail, parce qu'effectivement, c'est un travail qui est considéré comme ingrat. Donc si on veut rester, focus sur la mission et puis surtout si on veut que la mission, porte, ses fruits, il y a un très gros travail, à faire en termes d'animation. Essayez en fait, hein. Essayez plusieurs leviers, essayez plusieurs, canaux, essayez le phoning, essayez, LinkedIn, essayez les emails, essayez les salons, essayez voilà tout un tas de choses et surtout trouvez le bon équilibre, trouvez la bonne recette, pour voir, ce qui peut fonctionner pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour tester ces différentes recettes ou bien même parfois pour tester un segment de marché, hein, on a des clients aussi parfois qui nous le disent très clairement. On aimerait se lancer sur un nouveau segment de marché. On sait très bien que l'équipe commerciale n'ira pas faire ce travail parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps et puis parfois, ils n'ont pas l'envie. Le business developer, son rôle, c'est aussi ça, c'est d'être en amont de la vente, hein, et de pouvoir venir, tester un petit peu des choses. Hem, sur la partie vente, réfléchissez ensuite au travail de votre commercial. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Est-ce que c'est à lui de faire le rendez-vous de découverte? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre de le faire? Ensuite, en termes de propositions commerciales, alors malheureusement, on rencontre certaines entreprises dans lesquelles les propositions commerciales, je dirais, ne sont finalement pas très vendeuses. Alors, vous l'avez probablement tous connu, la proposition commerciale qui va être un petit fichier Excel, pas très vendeur. La proposition commerciale qui va être un seul slide sous PowerPoint, la proposition qui va juste être un corps de mail. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore, monnaie courante. Donc là, évidemment, le travail du commercial, c'est aussi de réfléchir à sa démarche. Heu, qu'est-ce que je vais faire pour que cette proposition commerciale réponde aux attentes de mon interlocuteur ou de mes interlocuteurs? Comment je vais faire pour me démarquer? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Quels soins je vais apporter à cette proposition commerciale? On finalement la sous-estime assez souvent, mais votre image, elle passe aussi par la proposition que vous allez remettre. Donc phase à ne pas négliger. Si votre commercial a du temps à y consacrer, évidemment, il pourra améliorer ces étapes-là dans le temps et améliorer derrière le taux de conversion. Donc derrière, on a bien sûr la phase de négociation et la phase de signature. Là aussi, dans l'idée, il faut laisser du temps au commercial pour faire son travail, pour, je dirais, tisser sa toile sur un compte, hein, trouver différents niveaux d'interlocuteurs. Son interlocuteur principal, mais pourquoi pas ses homologues? Pourquoi pas, évidemment, la direction, hein, les N+1, les N+2. Donc, comme le dit très justement Patrick là aussi, ça nécessite, une seniorité. Donc garder toutes ces missions-là sur une population qui va être, je dirais, peut-être un peu plus senior, qui va avoir un niveau de technicité qui va être un petit peu plus fort par rapport à ce que vous voulez proposer. Aujourd'hui, on le sait, on n'est plus dans l'ère du commercial, qui a les dents qui rayent le parquet, et qui va vendre, hein. On est dans l'ère du conseil. On est dans l'ère de la valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on vient se différencier, c'est en créant de la confiance. Donc finalement, cette démarche commerciale, elle est centrale, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier, c'est comme ça que vous allez pouvoir signer. Donc consacrez-y du temps, c'est essentiel. Et puis finalement, le commercial, hein, puisqu'il ne va plus gérer l'aspect administratif, cet aspect va être, je dirais donné finalement, confié à un chargé de compte. C'est le chargé de compte qui va prendre la main derrière, en relation évidemment avec le commercial, hein, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est qu'il y ait ensuite un soutien et quelqu'un qui soit dédié à la gestion du contrat, à s'assurer que le client est content, que tout soit mis en place, dans les règles de l'art, hein, comme convenu au contrat et puis, qui va être aussi en charge du renouvellement. Donc vous voyez typiquement dans des organisations américaines ou anglo-saxonnes, le business developer va être incentivé sur la prise de rendez-vous, le commercial va être incentivé sur le chiffre d'affaires ou sur la marge et le chargé de compte va être incentivé sur le taux de renouvellement des contrats. Donc on a bien quelque chose, qui est, extrêmement lissé et extrêmement clair en termes de répartition des responsabilités et qui permet à chacun d'être bon dans son domaine. Aujourd'hui, quand vous êtes un commercial et que vous devez faire du ciblage, vous devez faire de la qualification de la prise de rendez-vous, assurer les rendez-vous, faire votre propos, négocier le contrat, le lancer et vous êtes aussi chargé du renouvellement, c'est quand même énormément de travail. Donc
J'espère que déjà cette, 1 vision, vous donnera un petit peu de perspective, hein, encore une fois à voir en termes de mode de fonctionnement si c'est, adaptable à votre organisation, à vous. Donc on a parlé, effectivement de ce silotage, on va parler maintenant des objectifs. C'est-à-dire que concrètement, le deuxième point, la deuxième clé de succès de ces entreprises, telles que Salesforce, c'est la mise en place, d'une méthode qu'on appelle la méthode OKR, méthode dont on parle beaucoup sur internet, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Comment on applique la méthode OKR à la démarche commerciale? Eh bien, là aussi, on vient mettre en place peu d'objectifs. Donc généralement, c'est 3 à 5 objectifs grand maximum. Moi, je vous conseille plutôt d'en mettre en place, 3, ça suffit, très, très largement. L'idée, c'est de piloter ces objectifs de manière régulière. Alors peut-être pas sur une base hebdo, parce que toutes les semaines, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas sur une base, bimensuelle, ou mensuelle. Faites le point avec vos équipes, sur les résultats qu'ils obtiennent. En ayant peu d'objectifs, là aussi, on va améliorer la performance individuelle. Donc si on améliore la performance individuelle, on améliore la performance collective. Voilà l'objectif. Donc le business développeur, qu'est-ce qu'on va challenger? On va challenger le nombre de prospects qu'il va contacter, le taux d'ouverture ou le taux de clic ou le taux de, réponse qu'il va obtenir sur, par exemple, les emails qu'on envoie, hein. Là, je vais prendre vraiment le cas de figure où c'est le canal emailing qui est utilisé pour prospecter et puis derrière, on va le challenger aussi sur le taux de rendez-vous évidemment ou le taux de démo, qu'il obtient sur les comptes cibles. L'idée derrière, c'est que ce business développeur va travailler main dans la main, souvent en binôme avec le commercial. C'est tous les 2 ensemble qui vont, en fait, c'est cette «symbiose» entre guillemets, hein, c'est ce partage, c'est cette collaboration qui va permettre, d'avoir un ciblage de qualité et qui va permettre aussi d'augmenter le taux de rendez-vous. Le commercial va faire part de son retour terrain au business développeur qui va adapter son approche en conséquence. Le commercial, on va le challenger sur le nombre de rendez-vous prospects qu'il va réaliser. Donc j'insiste là-dessus, hein. L'idée, c'est pas forcément de le challenger sur un nombre de rendez-vous clients. Le nombre de rendez-vous clients, on sait très bien qu'il va le faire. Par contre, le nombre de rendez-vous prospects et là encore, moi je vous invite à piloter le nombre de premiers rendez-vous prospects effectués parce qu'on l'a vu, les cycles de vente peuvent être complexes. Vous pouvez faire 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, 5 rendez-vous pour un même compte prospect. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de CRM qui sont mis en place et qui permettent de piloter tout ça, très, très bien. Si vous avez besoin de conseils en la matière, n'hésitez pas à me solliciter, en privé sur le sujet. Pilotez ça, pilotez le nombre de premiers rendez-vous prospects qui sont réalisés. C'est finalement le 109, qui sera amené demain, à votre portefeuille. Ensuite, pilotez le nombre de propositions commerciales qui vont être remises. Et enfin, piloter le taux de signature. J'en parle pas parce que c'est évident, le résultat, l'aboutissement, c'est le chiffre d'affaires ou la marge générée. Pour moi, ce n'est pas un OKR. Un OKR, c'est finalement, le chemin qui permet de parvenir à l'objectif. L'objectif, c'est toujours le chiffre d'affaires ou la marge réalisée. La question, c'est comment on parvient à cet objectif? Quels indicateurs, on doit maîtriser sur le chemin, on doit suivre sur le chemin? Qu'est-ce qu'on doit améliorer finalement pour améliorer in fine, le chiffre d'affaires ou la marge qui sera signée? Et puis enfin le chargé de compte, pour lui, on va piloter par exemple, hein, encore une fois, ce ne sont que des exemples, le délai de mise en place, d'un contrat, on va piloter, le taux de satisfaction du client et puis évidemment, on va piloter le taux de renouvellement des contrats, qui auront été mis en place. Alors, la troisième clé. La troisième clé de ces entreprises, elle est en fait assez simple. Ils sont très conscients du fait que l'attrition client, je dirais, voilà, elle est là. On est obligé de faire avec, hein. Tous les ans, vous allez perdre des clients, c'est comme ça. La question, c'est quelle stratégie vous mettez en place en face, pour, je dirais déjà prévoir cette attrition et puis ensuite la compenser? Donc le mode, c'est finalement de mettre en place une routine de prospection qui va être permanente. Donc comme vous l'avez vu avec ces 3 missions bien silotées qu'on a vues sur la slide juste avant, un business développeur en amont, un commercial qui gère la vente et par exemple un chargé de compte qui va piloter l'aval, c'est là finalement où on va pouvoir mettre en place une routine de prospection qui va être constante. Et c'est cette routine de prospection constante qui va vous permettre de gérer cette attrition et c'est ça aussi qui va vous permettre finalement d'être plus serein,
dans le nouveau business que vous allez amener en permanence. Ensuite, il y a plusieurs manières finalement de penser cette routine de prospection. Aujourd'hui, il y a 2 écoles entre guillemets, pour la prospection. Alors c'est pas tout à fait vrai quand je dis 2 écoles parce qu'en fait elles ne sont pas antinomiques, hein. D'ailleurs, nous on vous le conseille et c'est ce qu'on fait pour nos clients, on vous conseille de mettre en place à la fois de la prospection de masse et à la fois ce qu'on va appeler de l'ABM. Donc c'est un terme, dont vous avez probablement entendu parler, le count based marketing. Finalement, c'est de la prospection extrêmement ciblée. Alors quelle est la différence entre ces 2 types de prospection? On va commencer par la prospection de masse. L'idée, c'est d'avoir un ciblage qui va être basé sur des critères ouverts. Ces critères, c'est quoi? Par exemple, bah, aujourd'hui, vous voulez cibler, des entreprises du secteur de la santé, basées, essentiellement sur, l'Île-de-France et la région lyonnaise. En termes de structure, vous voulez plutôt, des entreprises qui vont être de plus de 250 salariés. Voilà. Sur ces structures-là, vous savez que vous voulez viser, les DSI, et puis, les directions générales. Là, on est vraiment dans le cas d'une prospection de masse. Vous ne savez pas exactement quelle entreprise, elle n'est pas nommée, vous voulez viser, mais en tout cas, vous avez une bonne vision de votre marché cible, du marché auprès duquel vous allez pouvoir avoir une valeur. Ensuite, vous allez segmenter ces cibles. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que, par exemple, si vos interlocuteurs cibles sont à la fois des directions générales et des DSI, vous n'allez pas pouvoir vous adresser à elles de la même manière. Les préoccupations quotidiennes, les problématiques, quotidiennes, d'un DSI et d'un directeur général sont très différentes. Ça veut dire que dans votre approche, là aussi, vous allez devoir vous adapter. Et puis, par exemple, si on reste dans le schéma de la prospection par email qu'on met en place pour nos clients, là, vous allez devoir réfléchir en termes, psychologiques, hein, comment je vais faire pour susciter l'intérêt, pour capter l'attention de l'interlocuteur que je vais approcher? Vous devez impérativement adapter, votre approche à chaque segment que vous allez adresser pour obtenir des rendez-vous. Donc c'est un travail conséquent qui doit être fait, mais c'est essentiel parce que la prospection de masse, c'est très bien, mais si cette prospection n'a pas de sens, elle ne fonctionnera pas. Donc ce sera très clairement un coup d'épée dans l'eau. Deuxième point, sur l'ABM, l'idée ici, c'est vraiment d'identifier avec précision les comptes avec lesquels vous souhaitez travailler. Donc je vous donne un exemple, on a parfois des clients qui nous disent: «Bah, écoutez, nous, on est sur un marché, de niche, donc on n'a pas pour vocation à travailler avec tout le monde». On a identifié très clairement la liste des entreprises avec lesquelles on veut travailler. Ou bien, on a parfois des clients qui nous disent: «Écoutez, nous, on a identifié des comptes à très fort potentiel. Heu, on n'arrive pas aujourd'hui à obtenir de rendez-vous auprès de des interlocuteurs qu'on souhaite toucher, sur ces cibles. Donc aidez-nous à mettre en place une stratégie sur mesure, une stratégie un peu plus haut de gamme». Donc voilà ce que c'est l'ABM. L'ABM, c'est vous avez identifié des top priorités ou vous avez un marché, qui est de par nature, extrêmement restreint. La première étape va consister à identifier les entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler. La deuxième étape, ça va être là aussi d'identifier les interlocuteurs auprès desquels, bah, vous souhaitez, être mis en contact et de mettre en place des messages qui vont être vraiment sur mesure et qui vont être personnalisés à la fois pour les entreprises et à la fois pour les interlocuteurs que vous voulez viser. Alors on n'arrive pas toujours à faire les 2, hein, c'est parfois compliqué. Vous vous doutez bien que ça demande un travail qui est là aussi beaucoup plus conséquent que celui qu'on va faire sur de la prospection de masse. Sur de l'ABM, par exemple, vous voulez toucher, une entreprise et vous voulez toucher un interlocuteur spécifique dans cette entreprise. Je vous dis n'importe quoi, vous voulez toucher le DSI, de Saint-Gobain. Il va falloir déjà que vous vous renseigniez sur Saint-Gobain, son actualité, je ne sais pas, la manière dont ils sont, organisés et puis ensuite, il va falloir que vous vous intéressiez à l'actualité du DSI de Saint-Gobain. Donc typiquement, vous allez faire quelques recherches, hein, sur Google ou sur LinkedIn. Est-ce qu'il a participé à des salons? Est-ce qu'il a, publié des posts sur son profil? Est-ce qu'il a commenté un post? Enfin bref, c'est toute l'activité finalement de votre interlocuteur qui va vous servir d'accroche pour entrer en contact avec lui. Pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologique, il faut se mettre à la place, hein, du DSI de Saint-Gobain. S'il reçoit un message, de votre part, et qu'il se rend compte, qu'effectivement vous venez de lui parler, de l'intervention, voilà, qu'il a faite, auprès du cercle des DSI, la semaine passée, que vous avez trouvé très intéressant son regard, sa vision sur tel ou tel sujet,
forcément il va prêter davantage l'oreille. Si vous venez lui dire: «Bah, nous on est telle entreprise, alors on travaille déjà avec un tel et un tel, hein, et on est super bon, on est les meilleurs du monde, donc vraiment il faut travailler avec nous». Vous vous doutez bien que ces mails-là, il en reçoit à peu près une cinquantaine par jour. Donc vous avez peu de chances, d'obtenir un rendez-vous avec votre interlocuteur. Donc pensez à ça. Premier point, réfléchissez à la manière dont vous allez pouvoir mettre en place une stratégie, une routine de prospection qui sera permanente. Je prends souvent un parallèle avec l'agriculture parce que c'est un client qui nous l'a dit une fois et j'ai trouvé que son regard était très, très juste. L'idée, c'est de semer des graines. C'est-à-dire que, on va labourer le terrain, hein, on va préparer le terrain, on va semer des graines, on va entretenir ce terrain, et puis finalement, on finira par récolter. On va pas forcément récolter tout de suite, hein, surtout quand on est sur des cycles de vente complexes, hein. On va récolter au bout de 6 mois, d'1 an, parfois 2 ans, parfois 3, mais petit à petit, on va récolter. En revanche, le terrain, il va falloir le préparer tous les ans. Donc, réfléchissez à une stratégie de prospection annuelle. Quelles étapes vous voulez mettre en place? Qui vous voulez toucher et cetera? Comment vous allez vous y prendre? Quelles ressources, humaines, financières et cetera? Et pensez annuellement ce plan de prospection. La prospection ne s'arrête jamais. Voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas évidemment à m'interrompre, hein, si vous avez des questions. Je finirai là-dessus sur quelques cas d'usage pour vous aider peut-être à vous projeter. Le premier, c'est un client, qu'on accompagne, donc qui est un acteur de la distribution, qui nous a sollicité puisqu'en fait, ils avaient l'habitude d'approches de prospection assez classiques et puis la prospection par email, finalement, ils n'y croyaient pas vraiment. Mais ils se sont laissés, convaincre, hein, avec, tout ce qu'on a mis en place, avec eux, au préalable, puisqu'on a eu beaucoup d'échanges avec eux pour apprendre évidemment à les connaître. On a mis en place une méthode d'approche adaptée à chacun des 3 personas, donc des 3 cibles qu'ils souhaitaient viser. On a aussi adapté ces messages en fonction du niveau d'interlocuteur, hein, des niveaux qui étaient assez variables, avec évidemment un quotidien qui l'était tout autant. Et puis on les a aidés également à créer des contenus qui étaient adaptés pour cette campagne. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et quelle que soit la méthode de prospection que vous allez utiliser, il va falloir donner pour recevoir. Donc donner pour recevoir, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous allez essayer de tirer l'épine dans le pied de votre cible, vous allez lui parler de ses problématiques du quotidien et vous allez lui apporter des pistes, vous allez lui apporter des solutions. C'est comme ça qu'il aura petit à petit confiance en vous et pourquoi pas, qu'il vous accordera un rendez-vous. Donc ces contenus, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être une vidéo, ça peut être, une étude de cas, ça peut être des infographies, ça peut être, une invitation à un webinaire, ça peut être, un simulateur où votre, prospect cible va pouvoir, faire, quelques tests. Pensez à ça. Nous, c'est ce qu'on a fait, pour ce client. L'idée évidemment, c'est d'inciter au clic et on sait que plus l'interlocuteur va passer du temps sur votre mail et plus il va cliquer et plus on va augmenter le taux de réponse et donc le taux de rendez-vous potentiel derrière. Donc on a animé en fait cette campagne pendant une année avec des thématiques qui étaient adressées en conformité avec le calendrier en fait, hein, de l'entreprise, avec ses événements, avec ses sorties produits et cetera. Donc, pour vous dire à quel point ça peut fonctionner, en 1 an sur ce type de prospection, on a obtenu plus de 70 rendez-vous pour notre client. Alors je ne dis pas qu'on obtient 70 rendez-vous pour tous nos clients, hein. Tout dépend évidemment de l'adéquation entre, ce que vous faites, à qui vous le vendez, à quel prix vous le vendez, hein. Ça, c'est finalement, la balle est dans votre camp. Nous, on est là uniquement pour mettre en place des méthodes, mais l'emailing aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Encore faut-il, comme vous l'avez vu, appliquer les bonnes méthodes. Deuxième point, l'ABM, donc là, des campagnes vraiment extrêmement qualitatives et sur mesure. Ici, on a travaillé, pour, un acteur dans le marketing, qui nous a, demandé de travailler sur une liste de comptes extrêmement précise, puisqu'ils ont un marché de niche, marché qu'ils avaient extrêmement bien étudié. Donc on a mis en place, une stratégie basée sur des signaux d'affaires. Donc ces signaux d'affaires, quels sont-ils? Bah, c'est tout simplement un travail de recherche que notre client a pu faire en amont, en se disant: «J'ai déterminé que tel client avait aujourd'hui telle solution, mais il n'avait pas encore mis en place telle autre». Donc on a monté une campagne basée très précisément sur cette approche-là, pour dire déjà au client, le flatter, lui expliquer qu'on a fait quelques recherches, et qu'on avait vu qu'aujourd'hui, ils avaient en place telle solution, mais pas l'autre et qu'on souhaitait comprendre, en fait, pourquoi aujourd'hui vous avez fait tel choix et pas tel autre. Parce que, potentiellement, il y a des pistes, hein, bien évidemment, qui pourraient vous aider à développer votre chiffre d'affaires en exploitant telle solution. Donc déjà, on cherche à comprendre. En fait, l'idée, elle est là
c'est d'avoir un discours qui soit extrêmement conversationnel. On cherche vraiment à créer un échange, hein, par écrit dans un premier temps et c'est ça l'objectif, créer de la confiance, inciter à l'échange. Donc un travail de concert entre notre client et nous, hein, de toute façon, c'est à chaque fois le cas. Mais l'idée, là aussi, a été de mettre en place des accroches et des approches extrêmement pertinentes et c'est ça aujourd'hui qui fonctionne. C'est ça qui leur permet de décrocher énormément de rendez-vous et surtout des rendez-vous de qualité parce qu'au final, c'est pas tant la quantité de rendez-vous qui va nous intéresser que la qualité. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, «Je vais, réfléchir, je vais passer du temps, je vais fouiller quelles sont, aujourd'hui, les problématiques, hein, les pain points comme on le dit de mon prospect et je vais être là pour lui apporter une solution. Donc voilà un peu dans l'idée, différentes, je dirais, méthodes, différentes pistes, différents axes de réflexion où vous pouvez aujourd'hui travailler, pour votre organisation à vous. Je vous ai parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je vois que Patrick m'a laissé aussi un commentaire: «Avoir un BDR interne nécessite de prévoir un plan d'évolution et de gérer le risque de churn». Tout à fait, effectivement, c'est un point, que je n'ai pas abordé, aujourd'hui, mais le recrutement est très difficile. La fidélisation est très difficile aussi, donc réfléchissez bien aux missions que vous confiez à vos équipes, parce que c'est un point très, très juste. En fonction des missions que vous allez leur confier, vous aurez plus ou moins de difficultés à les recruter, plus ou moins de difficultés à les fidéliser aussi. Je vous remercie, tous. J'espère, bah, que cet atelier a été, source de valeur ajoutée pour vous, que vous avez, voilà, quelques pistes de réflexion, vous vous dites: «Ah bah tiens, voilà, faut que je me pose un peu, peut-être que je fasse le point, en interne». Je reste, à votre disposition, donc je vous laisse mes coordonnées, abrion@agencenoма.com. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par mail ou via LinkedIn. Je suis à votre disposition pour la suite. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.